Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des Autres Bobines. Ce mois-ci, on commence avec Lady Vengeance, donc film de Park Chan-wook, mon préféré du réalisateur, clairement. Il repassait au cinéma parce qu'ils ont fait un cycle coréen où ils ont mis quand même 2 films de Park Chan-wook sur 3. Ils abusent un petit peu. Et du coup, je me suis dit, c'est mon préféré, je l'ai pas vu depuis longtemps, autant aller le voir en salle, surtout que je l'avais découvert en salle au FEMA, mais il y a de ça 15 ans, quoi. Donc voilà, là ça faisait une bonne piqûre de rappel, c'était bien sympa. Donc c'est le troisième volet de la trilogie de la vengeance du réalisateur, avec Sympathy for Mr. Vengeance et Old Boy. Donc des films bien connus, appréciés du public, surtout Old Boy, on va pas se le cacher. Donc voilà, moi c'est mon préféré, parce que là du coup, forcément, celle qui se venge, c'est une femme, et vous verrez que elle le fait divinement bien. Et en plus, elle a un air d'ange, c'est comme ils le disent dans le film, et c'est justement ça qui est encore plus bon, on va dire, plus savoureux, c'est que justement on pourrait pas croire qu'elle soit capable de ça, et c'est ça qui est génial justement. Elle s'est fait trahir, c'est pourquoi elle arrive en prison et tout, au départ, donc elle va vouloir se venger de cette trahison, et pour ça, des amis à elle qui ont fait de la prison avec elle, qu'elle a, entre guillemets, chouchouté ou quoi, leur temps de prison, vont vouloir lui rendre service à sa sortie de prison, et vont l'aider donc dans sa vengeance, jusqu'à faire des choses quand même assez limites, surtout pour elle-même, je veux dire. Mais bon, voilà, vous verrez. Moi, franchement, c'est un gros kiff. Donc la réalisation, forcément, elle est oufissime, comme d'habitude, chez Park Chan-wook. C'est léché, c'est super bien fait. En plus, là, du coup, il y a vraiment un peu cette idée de complot, entre guillemets, de plan, de vengeance, qui est hyper élaboré, qui est vraiment bien vu et qui est super bien. Alors, c'est violent, forcément. C'est pas à montrer à des enfants, mais en tout cas, si vous êtes, voilà, comme moi, un public averti, je pense que vous passerez un très bon moment devant. Et je pense vraiment que c'est son meilleur film. N'hésitez pas à voir les autres. Franchement, il y a que du bon chez lui. Donc avec la sortie de Glass Onion, je me suis dit ça peut être sympa de revoir À couteau tiré, du coup, de Ryan Johnson, Knives Out. Et du coup, c'était un réel plaisir. En plus, du coup, j'ai pu le faire découvrir à ma mère. C'est un whodunit très sympathique, qui fait référence forcément à Agatha Christie. Ne serait-ce que déjà le fait que le blanc soit justement lui aussi belge. Voilà, on voit bien du coup les références et les clins d'œil. Moi, je trouve que c'est super bien fait, que le décor, le casting, enfin voilà, tout va à merveille. Alors effectivement, le blanc est un peu en retrait dans cette affaire-là, contrairement à Glass Onion, mais moi j'avais bien aimé justement parce que c'est là où on le découvre pour la première fois. Il est plutôt mystérieux, machin et tout, ça marchait plutôt bien, et c'était du coup un réel plaisir de le revoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À l'occasion, pareil, de la sortie de la suite de Ernest et Célestine au cinéma, j'ai revu le premier, toujours un super kiff. Personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus réussi que sa suite. Déjà parce que on a un vrai scénariste qui officie ici, que l'univers est beaucoup plus riche ici, je trouve, et beaucoup mieux pensé que dans le second volet, que l'animation est beaucoup plus belle également. Donc voilà, pour moi, c'est un film parfait, à montrer aussi bien aux petits que aux grands. Vous passerez forcément un bon moment. C'est touchant, donc c'est une histoire d'amitié, si vous ne connaissez pas, sur une souris et un ours, deux créatures qui normalement ont peur l'une de l'autre dans cet univers, et qui finalement vont passer outre justement les clichés et tout ça, et du coup devenir amis. Voilà. C'est vraiment beau, y a pas mal aussi de musique, parce que Ernest est musicien, voilà, donc c'est très joli, voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus, c'est doux, c'est une petite merveille, voilà. Et on poursuit avec Avatar version longue, oui, parce que du coup, il y a The Way of Water qui est sorti. On s'est dit, on va se remater quand même le premier, parce que ça fait quand même 13 ans qu'il est sorti au cinéma. Bon, même si je l'avais revu entre temps, mais bon, pas forcément énormément de fois. Alors moi, clairement, je suis un gros adepte de la version longue comparée à la version cinéma. Je la trouve meilleure. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas eu cette version longue directement. Enfin, en même temps, les films de 3 heures n'étaient pas encore, entre guillemets, la norme pour les blockbusters à ce moment-là. Même s'il y en avait eu, mais voilà, c'était pas
encore la norme, et on sait très bien que ils ont toujours peur que ça fasse pas assez d'entrées quand les films sont trop longs. Alors quand James Cameron vous dit que pour le troisième, il veut vous faire un film de 6 heures, je sens que les producteurs ils doivent être là en train de se dire oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'est-ce que c'est qu'Avatar, mais quand même, voilà, c'est un film qui repousse donc les limites techniques de l'époque, avec un scénario simple mais efficace, que beaucoup ont comparé à Pocahontas, moi le premier, hein, clairement, je me rappelle à l'époque, et avant d'avoir lu ne serait-ce qu'une seule critique sur le film, donc il y a quand même des ressemblances, qu'on le veuille ou non. Mais forcément, ça va au-delà de ça, et c'est bien pour ça que le film est intéressant. Donc il arrive à nous faire croire justement à un autre monde, avec une facilité déconcertante, et Neytiri est un des personnages féminins les plus forts et importants qu'on ait eu ces dernières années, et franchement, ça, on le doit à James Cameron. Même si, dans le 2, il a fait un petit retour en arrière, je trouve, parce que là, Neytiri, c'est plus trop ça, mais bon, c'est une autre histoire. Alléluia de Fabrice Duvels. Alors c'est un film que j'ai vu sur Shadows, juste avant qu'il disparaisse de la plateforme, donc oui, vous pourrez pas le retrouver dessus, désolé. Donc c'est un film qui s'inspire d'un fait divers des années 40, qui s'était déroulé aux États-Unis. On l'a du coup de la transposer en France, en Belgique, je sais plus, avec des acteurs francophones. C'est un peu chaotique. Au niveau de la réalisation, il essaie de trouver une forme un peu poétique, ésotérique, et ça marche pas de ouf, je trouve, pas toujours. Donc c'est sur une relation toxique, parce que du coup, on est sur un arnaqueur et une nana qui va devenir finalement, malgré elle, entre guillemets, une tueuse en série. Donc elle va tomber amoureuse de lui il essaie de l'arnaquer, et finalement, comme il voit que elle s'en est rendu compte, il va la garder avec lui et elle va l'aider dans ses prochaines arnaques, sauf qu'elle va pas supporter le fait que lui soit proche d'autres femmes, et du coup elle va les tuer, voilà, tout simplement. Quelle joie. C'est un film assez prenant quand même, c'est sûr qu'il y a une ambiance et tout. Moi j'ai eu du mal avec la forme du film, après vous verrez, un rythme assez lancinant, assez compliqué, pas toujours simple de rester dedans jusqu'au bout, mais en tout cas c'est un film assez fort. Les larmes du soleil de Antoine Fuqua. C'est un film du réalisateur que j'avais pas vu quand il était sorti à l'époque, en 2003, et pas depuis du coup. C'est un film de guerre, où une équipe doit évacuer une civile, même 3 civils en vrai, mais bon, il y en a une qui est vraiment prioritaire sur les autres. S'ils peuvent pas sauver les 2 autres, c'est pas grave, mais elle, il faut. Donc elle, c'est Monica Bellucci. Lui, du coup, entre guillemets, qui vient la sauver avec son équipe, c'est Bruce Willis. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. Il y a de la tension, comment dire... les personnages, eux, sont pas trop travaillés, parce que on est finalement dans un film d'action, qui bouge tout le temps, ça s'arrête pas souvent, il y a pas beaucoup de dialogue parce que forcément il se cache, tout ça, c'est pas ouf à ce niveau-là, mais franchement ça fait plutôt bien le taf, les combats sont plutôt bien réalisés, même si dans l'ensemble ça reste assez moyen, assez dans la norme de ce genre de film, on passe pas un mauvais moment, je trouve que c'est le principal, donc si vous aimez ce genre de film, pourquoi pas. Salam, donc le documentaire sur Diams, son changement de vie, donc elle a co-réalisé avec Ouda Beyamina et Anne Cissé, donc ça revient donc comme je vous ai dit donc sur son changement de vie, sur le fait qu'elle a arrêté sa carrière, qu'elle a trouvé Dieu, etc. Et finalement elle se livre beaucoup dans le film, forcément. Donc c'est assez émouvant, touchant, on voit qu'elle a pas perdu sa plume, parce que du coup il y a des moments quand même où elle livre des textes par rapport à justement à son changement de vie qui sont vraiment bien écrits, bien interprétés. On comprend du coup pourquoi ces changements et tout ça, finalement ça devient assez limpide quand on l'entend, quand on voit ses arguments. Moi je dis, c'est sûr on la regrette et on va toujours la regretter, mais elle a quand même sorti 3 albums de qualité, donc moi on peut les réécouter à foison. Maintenant, si elle veut se concentrer sur venir en aide aux orphelins, voyager à travers le monde et s'occuper de sa famille et avoir une vie un peu dédiée à Dieu ou quoi, elle fait bien ce qu'elle veut, quoi. Merde, laissez-la tranquille. Voilà, film disponible sur Prime Video, que j'avais raté à sa sortie en salle, donc plutôt cool. L'amant de Jean-Jacques Hano. Donc c'est l'adaptation du roman éponyme de Marguerite Duras. Je suis pas très fan habituellement, mais bon là finalement, grâce à Jean-Jacques Hano, ça passe plutôt bien. Il a essayé d'être hyper fidèle au roman, ça il le dit et tout, dans les bonus et tout, voilà. C'est bien de l'avoir en Blu-ray. Il a rencontré l'autrice, il en a parlé avec elle et tout ça, il lui a montré les décors et tout, enfin... Du coup, on voit que c'est vraiment au plus proche, même s'il y a forcément des adaptations, vu que le pays a changé, etc. Voilà. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et en plus, on a
Tony Young Café dans le rôle donc de l'amant. Tony Young Café qui est quand même un super comédien, même si contrairement à son homonyme Tony Leung, il n'a pas eu une carrière aussi flamboyante, mais en tout cas ça fait plaisir de le voir ici, surtout que le costume lui va très bien. Jane March quant à elle, vraiment fonctionne, elle n'avait pas fait grand chose avant, et ça marche quoi. En plus la chimie entre les deux, c'est vraiment ça, hein, ça fonctionne. Bon après, à mon regret, mais bon on est quand même chez Marguerite Duras, c'est qu'on est que sur justement cette histoire de désir, d'amour et tout ça, c'est sulfureux. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé quand c'est fait de cette façon-là, mais là, à la limite, ça passe parce qu'on a aussi quand même le côté dépaysement, là, on se retrouve dans un autre pays, on a quand même des superbes décors, on apprend justement aussi des choses sur cette culture-là, étrangère, parce que on voit des cérémonies, des choses comme ça, qui ont été très peu représentées, surtout à l'époque où se déroule le film. On apprend dans les bonus justement du Blu-ray que finalement ça va servir même pour le pays en question d'archives en fait par rapport à cette époque et ses coutumes. Donc je trouve ça assez fascinant. Donc voilà, une superbe réalisation, une photo qui marche bien avec le ton du film. Il y a de beaux plans qui vont vous marquer et qui mettent en valeur ce magnifique pays. Donc l'Indochine, et donc un beau film, même si j'ai pas accroché à toutes les propositions, forcément vu que c'est pas trop mon style, mais vraiment bien. Donc n'hésitez pas à le voir ou à le revoir. On continue avec un autre film où il y a Tony Leung Café, à savoir Judo. Alors forcément là on est quelques années après, donc le monsieur a vieilli, puis bon il a un petit rôle dans le film, du moins pas aussi important que dans l'amant. Donc c'est un film de Johnny To, un réalisateur que j'aime beaucoup, hongkongais, qui là du coup nous fait un film martial assez différent par rapport au genre, je veux dire, parce qu'il essaie de mettre justement en avant les dojos qui à cette époque commençaient déjà à disparaître, et du coup il voulait leur rendre hommage, et je trouve que ça marche plutôt bien, même si il y a le fait qu'on apprenne au niveau de la narration qu'un personnage a des problèmes de santé un peu sur le tard, et même si il a essayé de l'amener autrement, différemment, via un autre personnage, je trouve que ça fonctionne pas vraiment. On comprend après, mais au moment où ça arrive, c'est déjà acquis pour nous que c'est un connard en fait. Et du coup, c'est un peu compliqué de retourner notre veste et de s'attacher à lui, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, c'est un peu compliqué de l'apprécier, on va dire, à sa juste valeur. C'est un peu dommage. Je pense que du coup, après, quand on est sur du revisionnage du film, ça doit beaucoup mieux passer parce que là on sait, mais c'est vrai que sur une découverte du film c'était un peu compliqué à ce niveau là. Après franchement c'est plutôt bien fait, il y a différents bouleversements au niveau de l'intrigue, vous verrez, il y a des rebondissements et tout qui sont plutôt pas mal, mais celui-là en particulier sur le personnage donc de Tseto est un peu forcé je trouve. Bon après il y a aussi quelques incompréhensions qui peuvent paraître un peu stupides, mais bon, ça, vous verrez, c'est pas à moi de pointer ça du doigt. C'est un film fort sympathique, et un des rares films martiaux, finalement, donc de Johnny Do, donc à découvrir. Et on continue justement avec un autre film martial justement de Johnny To, à savoir The Barefoot Kid. Donc c'est son premier et quasiment seul du coup film martial, vraiment sur des arts martiaux comme on l'entend en tout cas. Là c'est vraiment ça le sujet du film, beaucoup plus que sur l'autre finalement, parce que dans Judo il y a quand même aussi une intrigue, on va dire, autour d'arnaque et tout ça, que là il n'y a pas du tout à ce niveau-là en tout cas. Donc là justement c'est un film qu'il a fait chez la Shaw Brothers, au moment où dans les années 90 où ils essayaient de revenir. C'était bizarre de lui confier justement ce remake du film de Chang-Chi, les disciples de Shaolin, parce que du coup le gars il s'y connaissait pas, c'était pas le premier auquel on pensait en tout cas pour réaliser ce genre de remake. Le film fonctionne bien, même si j'imagine que celui de Chang-Chi est bien meilleur, parce que Chang-Chi c'est juste le meilleur réalisateur de la Shaw Brothers, il a fait les meilleurs films de chez eux, donc voilà. Mais en tout cas, il y a certaines scènes qui sont vraiment efficaces. Bon, c'est un film un peu bâtard, parce que par la suite, Johnny To va le renier, donc on apprend justement un peu dans les bonus que tout le monde n'était pas d'accord sur le plateau, que des fois, du coup, c'était pas forcément lui qui faisait certains choix, que certaines scènes, c'est même pas lui qui les a tournées. Enfin voilà, il y a ce genre de choses, et apparemment ça se faisait beaucoup dans les productions de la Shaw Brothers, donc calmez-vous avant de dire oui, non, du coup c'est pas un film de Johnny To, parce que finalement on pourrait dire de même pour des films de Chang-Chi ou de d'autres grands réalisateurs comme ça de la Shaw, donc calmez-vous.
Mais en tout cas, il y a quand même des scènes qui sont assez originales hein, pour l'époque et assez saisissantes par rapport justement au film de la Shaw qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir filmé de cette façon ou quoi. Donc finalement, il a quand même réussi à apporter un plus, on va dire, à cette histoire, même s'il y a peut-être aussi, il y a peut-être apporté des moins, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas vu le film de Chang-Chi, mais en tout cas, bah, ça marche assez bien, et côté casting, bah, Aaron Kwok, finalement, arrive à faire illusion, même si c'est pas un artiste martial, justement, ça marche assez bien, et puis bon, il y a Maggie Chung et Long. Voilà, hein, super casting, qui sont magnifiques, hein, clairement, et qui relèvent vraiment le niveau. Côté direction artistique, eh ben, on retrouve bah, ce qui faisait le charme justement des productions de la show de l'époque, avec justement tous ces décors et tout ça, les chorégraphies, enfin, tout ce qu'on aime hein, finalement. Donc ça c'est cool. Si le film n'est peut-être pas à la hauteur du film original, hein, on va dire, mais il propose en tout cas une relecture pas inintéressante, donc pour moi c'est un bon petit film, pas un des meilleurs du réalisateur, mais il gagne au moins à être connu, ne serait-ce que parce que bah, c'est un de ces rares films martial, et en plus chez la Shaw Brothers. Rêve de Noël, de Georges Méliès. Bon, il s'agit d'un court-métrage, hein, vous vous doutez, où on voit donc les rêveries d'un enfant le soir de Noël. On voit donc différents tableaux où on va voir donc les personnages qui vont s'animer et tout ça, qui vont jouer des petites scénettes, des rêveries donc, hein, avec bah, des anges, avec des cadeaux, des gens dont on n'arrive pas trop à situer qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là ou quoi, hein, c'est pas toujours très clair, hein, c'est un peu le problème. Mais c'est plutôt sympathique. Puis finalement, le truc c'est de se laisser emporter dans ses rêveries, puis voilà quoi. Donc un petit film de Noël plutôt sympathique que j'avais envie de découvrir pour Noël. Yoshiwara, donc de Max Ophuls, c'est un film qui se déroule au Japon mais qui a été tourné en France en studio, parce qu'il y a de plus pratique, hein, surtout au niveau des comédiens, parce que le film a été fait en 37 en plus, donc faire venir des acteurs japonais pour jouer dans un film en langue française, alors qu'en plus la plupart ne parlent pas du tout français, hein, pas un mot, donc il faut leur apprendre des dialogues phonétiquement. En plus il y a certains personnages secondaires du coup, ou même des figurants qui sont bah, finalement joués par des caucasiens, et ça c'est horrible. C'est vraiment pas beau. Faut pas faire ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Notamment hein, le juge et ses sbires, c'est les pires. C'est vraiment les pires. Crois pas à un seul moment qu'ils puissent être japonais, alors qu'ils font justement les forces de l'ordre japonaises. C'est très mauvais ça. Au-delà de ça, donc bah, c'est un mélodrame plutôt sympathique, assez convenu. Hein, clairement, on va pas se leurrer. Hein, c'est très convenu, mais ça marche assez bien. L'acteur principal, même s'il est très beau gosse, bah on lui permet pas en tout cas hein, de jouer grand chose. Donc bah du coup, il est pas foufou. Je trouve aussi que c'est un peu le cas de tous les personnages, finalement, ils ont pas vraiment de grandes scènes d'émotion ou quoi qui vont apporter un plus au film, et du coup c'est assez pauvre à ce niveau-là en termes de jeu, en termes d'acting. Après sinon le travail de la lumière lui par contre est assez magistral, hein, ça faut bien le reconnaître, parce que pour le coup pour simuler justement la lumière naturelle en studio, bah, c'est un sacré taf, et franchement ils s'en sortent vraiment bien, et ça fait vraiment illusion par moment. Après par contre c'est sûr que dans les décors, il y a des décors qui sont peints ou quoi, qui sont des trompe-l'œil, et des fois bah, ils sont beaucoup trop proches de la caméra pour ne serait-ce que paraître flou ou quoi dans le fond quoi. Donc du coup bah ça marche moyen, mais sinon ils sont plutôt beaux, plutôt bien faits, c'est plutôt joli quoi, hein, de manière générale. Donc en résumé, sympa, mais un peu déçu quand même. Pas le meilleur film de Max Ophuls, mais qui gagne à être connu, parce que bah c'est le seul qu'il a fait de ce style-là, et bah du coup c'est assez original. Et on se demande justement par moment s'il avait pas vu des films japonais ou quoi, parce que il y a vraiment des choses qui montrent ou quoi qui font penser à d'autres cinéastes japonais, donc plutôt intéressant quand même. Voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain, mais en live. Et oui, aussi bien sur YouTube que sur Twitch, car bah, j'ai envie de pouvoir échanger avec vous sur ces films, puis aussi parler peut-être des films que vous avez vus pendant le mois, et de pouvoir en échanger tout simplement dans les commentaires, dans le chat, etc. Donc je pense que ce sera plus sympa de le faire de cette façon-là que du coup en vidéo enregistrée. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!